Le gouvernement met beaucoup de bâtons dans les roues et à un certain point, les entrepreneurs vont dire ben je m'en vais ailleurs. C'est pas mauvais en partant qu'une compagnie soit vendue. En fait, c'est un investissement. Les Américains ou l'étranger investissent au Québec. Alors, on ne devrait pas choisir, dire ah ben c'est mieux, c'est moins bon. Ce qu'il faut faire vraiment, c'est encourager l'investissement. C'est certain qu'il faut attirer le capital et ça passe beaucoup par le taux d'imposition, par la bureaucratie, par la facilité de faire les choses. Donc, par exemple, nous, on veut, c'est sur les 63 juridictions de l'Amérique du Nord, là, on voudrait être dans le top 10 en termes de fiscalité. Aujourd'hui, encore une fois, une nouvelle conversation politique dans le cadre des séances que je fais avec les différents représentants des 5 partis en vue des élections. Donc aujourd'hui, M. Pouliot, Adrien, allô, comment ça va? Bonjour Guillaume, ça va bien? Merci de m'inviter. Ça fait plaisir. C'est apprécié. Merci d'être là. Comme vous le constatez, ce sera peut-être la première que vous enregistrez ou la 5e que vous écoutez. Fait qu'il n'y a pas d'ordre, vous écoutez celle qui vous plaît le plus. Là, mais aujourd'hui, on part avec le Parti conservateur, mais toujours dans le même format, c'est-à-dire qu'on va regarder les 4 blocs de questions que vous avez peut-être entendu dans les autres fois. Fait que, pour commencer, on va aller dans le premier bloc, parce que c'est le premier bloc qui souvent, tu sais, comme dans les élections, puis dans le contexte contexte social québécois, c'est un sujet qui est souvent très, litigieux, l'immigration. Pas que l'immigration, c'est le grand vecteur d'entrepreneuriat au Québec, mais ça reste dans l'air du temps, c'est le sujet qu'on parle. Puis je me posais la question, puis on se pose la question parce que dans le milieu universitaire, souvent les gens qui sont issus de l'immigration, c'est beaucoup de l'attraction pour les universités. Puis ils travaillent assez fort pour essayer de sortir justement leurs innovations des universités et bénéficier du secteur universitaire pour se lancer en entrepreneuriat. Vous, au Parti conservateur du Québec, vous avez une posture qui est quand même assez drastique par rapport à l'immigration, que je respecte tout à fait. Mais pour ce qui est d'aider des personnes immigrantes à se lancer en entrepreneuriat, est-ce que vous avez des idées, des plateformes, dans votre plateforme ou dans votre programme qui permet ça? Oui. D'abord, merci de m'inviter. Ça me fait vraiment plaisir. C'est le fun d'être au Startup Fest. En plus, beaucoup d'activités, c'est le fun de voir l'ébullition des jeunes qui sont là et qui veulent percer. Alors, c'est vraiment le fun. Je suis moi-même un entrepreneur. J'ai parti des entreprises, j'ai acheté des entreprises. Alors, je suis capable de... Et j'ai été sur le conseil d'administration de ce qui existait avant Innovia. Ça s'appelait McGill Sherbrooke Bishop Inc. Et donc... très peu évocateur. Non, c'est ça, MSBI. Mais c'est devenu Innovia. Et bon, on sait qu'Innovia, maintenant, ça a quand même un beau succès. Okay. Alors donc, c'est un milieu que j'aime beaucoup, puis que j'admire aussi parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout au Québec, parce qu'au Québec, on va probablement en reparler, mais des fois, on se demande si les gens sont en faveur du succès ou sont jaloux du succès. Non, on en reparlera peut-être en fait, plus tard. Regarde, on va revenir sur l'immigration. Allons plus déjà là-dessus, parce que la culture entrepreneuriale, pour moi, c'est un sujet qui est comme au début, avant même de se lancer, avant même de croître en entrepreneuriat. Si on n'a pas une culture entrepreneuriale qui est forte au Québec, on ne peut pas aspirer à avoir un entrepreneuriat qui est fort et qui est vecteur de croissance économique. Fait qu'au niveau de la culture, c'est quoi les défis qu'on a au Québec justement par rapport à ça? Écoute, c'est une question qu'on me pose souvent, puis je ne suis pas certain que j'ai une réponse claire. On ne valorise pas beaucoup nos entrepreneurs. Il y a eu la période du régime d'épargne-action dans les années 80-85. Moi, j'ai fait une émission publique à ce moment-là. Et donc, il y avait plus c'était plus dans les médias. Mais on voit que quand même... C'est sûr que quand tu as des gens comme Tony Accurso, c'est un gros truc dans les médias et finalement, on voit qu'il y a eu de la fraude, tout ça. Il y a une tendance à associer les entrepreneurs à il a fait de l'argent, oui, mais c'est parce qu'il l'a volé. T'sais. Au même titre, on voit souvent dans le Journal de Montréal, Olivier Primo, les taxes qui sont impayées, alors que au moins, il se lance au final. Ouais. Alors donc, il y a vraiment un problème, je pense, de culture. Je pense que ça vient... Il faut que ça vienne d'en haut. Il faudrait que ce soit le premier ministre, de temps en temps, qui le souligne. Je te donnais, avant qu'on se parle, je te donnais l'exemple en Israël. En Israël,
prenons l'aéroport Trudeau à Montréal. Quand tu atterris à l'aéroport Trudeau ou Jean Lesage à Québec. Stade olympique, Laurent Juliet. C'est ça, tu sais. Exactement, là, tu sais. Alors que quand tu atterris à Ben Gurion, en Israël, tu as un long couloir pour te rendre à l'immigration. Et là, tu as des posters de success story entrepreneuriale. C'est incroyable, tu sais. Il y en a. Et il y a une fierté même de dire, j'ai vendu ma business à des Américains qui l'ont mis à la bourse puis ont fait des milliards. Il y a vraiment... c'est vraiment célébré. Alors qu'ici, si tu as le malheur de vendre ton entreprise à des Américains, c'est comme... tu es un traître à la nation. Là. Absolument. Alors donc, il y a un problème de culture, je dirais. Il faut démystifier ce que c'est. Il faut vraiment qu'on les aime, nos entrepreneurs, parce que si on les aime pas, il y a d'autres mondes qui les aiment. Ouais. Les Américains les aiment, les entrepreneurs. Ils ont cette culture-là. En Ontario, en Alberta. Si tu vas en Alberta, c'est une culture entrepreneuriale. Alors, c'est important parce que ces gens-là créent de la richesse. Mais je pose la question, on revient sur l'immigration, parce que c'est un sujet pour moi qui a vraiment rapport avec ça. Parce que quand tu regardes, mettons, deux des plus grands succès qu'on a eu récemment au Québec en termes d'entrepreneuriat tech, Lightspeed, Max Da Silva, un immigrant qui a d'abord arrivé à Vancouver, qui est venu au Québec, qui a commencé à apprendre le français. Après, c'est la même affaire avec NUVI. Phil Cutler, anglophone. Il y a plein d'entreprises comme ça qui ont... L'immigration, la langue, le défi, c'est que on a tellement tapé sur ça pendant les 8 dernières années que ça a terni la réputation du Québec à l'étranger. Tant en termes d'investissement qu'en termes de vouloir se lancer en entrepreneuriat. Le Parti conservateur, là-dedans, vous avez une posture qui est quand même assez restrictive au niveau de l'immigration. Bien, pas tant que ça. OK, mais je veux t'entendre d'abord. OK, bien d'abord, nous, on n'a pas de chiffres. Déjà, c'est bon. Tu sais, 50, 60, 70, 90, 20, là. Non, nous, on n'en pas là-dedans. On s'entend que des fois, tu tombes immigration temporaire. Ben oui, c'est ça. Alors, donc, on n'a pas de chiffres. On pense que le marché devrait décider. S'il y a de la demande pour des immigrants, bien, il devrait y avoir, l'offre devrait être là. Et on pense aussi que ça devrait être régionalisé, dans le sens où le contexte d'immigration à Montréal n'est pas le même qu'à Sept-Îles, qu'à Rimouski, que dans des terres agricoles à Saint-Hyacinthe. Donc, on a déposé un projet de loi il y a à peu près 3 mois visant à régionaliser toutes sortes de décisions, des décisions économiques, des décisions d'immigration, laisser les gens locaux décider de ce qu'ils ont besoin, parce que les réalités sont différentes. Mais moi, foncièrement, je pense que l'immigration qu'on veut, c'est une immigration réussie. Parce que une immigration qui n'est pas réussie, ça coûte cher à la société, ça détruit souvent la vie, ou parce que ça affecte la vie de la personne immigrante, on en souffre. Alors, on veut une immigration réussie, c'est certain qu'on veut que les immigrants s'intègrent au niveau de la culture, mais aussi, on veut aussi qu'ils contribuent. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être des entrepreneurs, mais on veut qu'ils contribuent, qu'ils se trouvent une place dans la société, et c'est pas vrai que les immigrants... Des fois, on donne l'impression que les immigrants, ils prennent tout, puis ils donnent rien. C'est pas vrai. La plupart travaillent, je dirais, travaillent des fois plus. Et les chiffres l'indiquent parce que, dans le fond, il y avait un sondage, une étude de la BDC, en fait, qui s'applique très bien au Québec, qu'il y avait 17% des entrepreneurs, en fait, 17% des immigrants sont entrepreneurs, alors qu'on a un taux qui est beaucoup plus bas au Québec. Fait qu'il y a plus d'immigrants entrepreneurs qu'il y en a que des Québécois natifs, que des Canadiens natifs. Simplement parce que, tu sais, je pense que c'est des fois, justement, le défi de trouver un emploi amène une nécessité de se lancer, finalement, de ta propre entreprise. Puis on peut le voir au Startup Fest, ici, on peut le voir dans la plupart des universités. Ceux qui ont envie de se lancer en marketing, en gestion, en administration, puis qui veulent se lancer en entrepreneuriat, bien, ils sont aussi de l'immigration. Bien, tu sais, pour être un immigrant, pour immigrer, là, tu sais, pour quitter ton pays natal, laisser tout de côté, tu sais, pull out your roots, puis venir ici, dans un sens, il faut être un petit peu entrepreneur, là, tu sais, pour faire ça, là. Alors, donc, on devrait les encourager, ces gens-là. Et cette culture d'entrepreneuriat-là, on ne l'a pas, puis on devrait vraiment travailler là-dessus. C'est pas la seule solution, mais sûrement de valoriser nos entrepreneurs. Tu sais, quand j'en entends, il y en a un là, récemment qui disait, je ne sais pas si on peut dire ça à la télé, là, et moi, mon camp dans 2 ans, je sac mon camp dans 2 ans.
Hein? Parce que j'en ai assez. Quand Québec solidaire arrive puis dit ben là, on devrait taxer le gain en capital à 100 pour l'achat de maisons non locatives. C'est ça. Tu n'es pas propriétaire. Là. C'est ça. Mais tu sais, ce qui est ressorti, c'est l'impression initiale, c'est on veut taxer plus. On veut taxer. Et à un certain point, les entrepreneurs disent je vais aller ailleurs, moi, parce que je suis plus aimé ailleurs qu'ici. Effectivement. Mais en même temps, tu sais, l'avantage qu'on a au Québec, puis tu parlais de Calgary, ça me fait tiquer sur cette idée-là, c'est la qualité de vie qu'on a. Oui. Puis un des défis qu'on a aussi, c'est justement cette dégradation-là qu'on peut sentir au niveau de la qualité de vie, notre pouvoir d'achat. Edmonton est la ville qui, en ce moment, dans les 10 dernières années, alors, Québec aussi a une belle croissance au niveau de la valeur économique des startups et de la tech. Mais Edmonton, c'est en ce moment l'endroit choisi par la plupart des entrepreneurs tech qui veulent se lancer parce que la qualité de vie, elle est excellente. Là, t'es comme l'argent que tu as, te donne beaucoup en Edmonton parce que tu n'as pas encore une flambée de l'immobilier là-bas. Fait que, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on devrait améliorer sur notre qualité de vie pour justement amener plus d'entrepreneurs à venir choisir Montréal pour s'établir? Le Québec, de façon générale? Moi, je pense que le Québec a tout ce qu'il faut pour réussir. Tu sais, tu as des ressources naturelles. Je sais que on parle pas de ressources naturelles ici au Startup Fest, mais une tendance à l'exploitation des ressources naturelles. C'est ça. Nous, on pense que c'est un atout majeur. On a une population éduquée, quand même. On a 4 universités à Montréal. Il y en a à Québec. Qui est retenu partout à travers le monde. C'est ça. Et on a quand même un bon écosystème. On a des bonnes valeurs, une culture occidentale. Donc, on a des entrepreneurs qui sont motivés. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Et moi, ce que je pense, c'est que on devrait enlever... Le gouvernement met des bâtons dans les roues. Ils aiment Montréal, ils aiment Québec. Tu sais, moi, je suis originaire de Québec, puis c'est la plus belle ville au monde, là, tu sais. Mais à un certain point, l'entrepreneur va aussi dire, OK, c'est bien beau, là, tu sais, j'ai des bonnes écoles autour de moi, où mes enfants, je peux les élever, puis c'est le fun, il y a ils peuvent être bilingues ou même trilingues, ça. Tu sais, on est quand même dans une belle variable. Oui, c'est ça, tu sais, il n'y a pas trop de crimes, bon. Mais à un certain point, l'entrepreneur va dire, oui, mais je peux trouver ça ailleurs aussi, là. C'est pas à Montréal la seule place, là. Donc, surtout avec on est international, on a des capacités de pouvoir aller demain matin à Paris, à Londres s'établir, à New York, cette capacité de pouvoir aller s'établir un peu n'importe où, prendre le même risque que les entrepreneurs immigrants viennent ici pour s'établir, on peut le retrouver ici. Mais ça m'amène vers ma deuxième question. Le deuxième bloc qui concerne justement le lancement d'entreprise. Parce qu'on a parlé de culture, on a parlé justement des immigrants qui se lancent pas ou en entrepreneuriat. Mais mettons que moi, demain matin, j'ai envie de me lancer en entrepreneuriat, le coût du risque est vraiment élevé. Je veux dire, il y avait une panéliste dans notre conversation qu'on avait qui disait que c'est juste se démarrer en entrepreneuriat, c'est 15 000 $ que tu dois sortir de tes poches. Fait que si tu n'as pas cet argent-là disponible en fonds, puis mettons, disons, parce que tu as acheté une hypothèque ou tu es avec des enfants, puis nécessairement l'argent disponible devient réduit, tu ne te lanceras jamais. Puis ça, en plus, si c'est une start-up, c'est pendant 6 mois, 2 ans, possiblement, tu auras peut-être 0 revenu. Fait que là, tu mets de l'argent pour te lancer, puis pendant longtemps, tu n'es pas même capable de récupérer cet argent-là initialement. Qu'est-ce que le Parti conservateur est prêt à offrir en disant, oui, peut-être faciliter la paperasse pour se lancer, mais pour donner l'impulsion pour les gens de se lancer? Est-ce qu'on a besoin d'entrepreneurs? Bien, je pense que dans le monde du start-up, ça prend du capital. Ça prend du capital. Tu sais, oui, tu peux avoir là, du love money là, au début, là, tes parents, family and friends, families and fools. Mais c'est certain qu'il faut attirer le capital et ça passe beaucoup par le taux d'imposition, par la bureaucratie, par la facilité de faire les choses. Donc, par exemple, nous, on pense que les taux d'imposition au Québec au niveau des particuliers et des sociétés est beaucoup trop élevé. Et tu sais, on a la pression fiscale pour les particuliers à peu près la plus élevée en Amérique du Nord. Et pour les sociétés, c'est un peu la même chose, même si les taux d'imposition sont peut-être pas hors normes, mais... Il y a une réduction récemment de 1%. Oui, mais tu sais, quand tu rajoutes les taxes sur la masse salariale, quand tu rajoutes les droits, les permis, la poutine, tout ça, finalement, le Québec est pas mal en queue de peloton. Alors, si on veut attirer du capital, il faut que le gouvernement crée un environnement invitant pour ce capital-là. Donc, taux d'imposition, réduire la bureaucratie,
aussi. Et on pense que le gouvernement n'a pas vraiment, c'est pas un mandat du gouvernement de choisir les gagnants puis les perdants et d'intervenir dans le marché. On pense qu'il faut que le gouvernement se retire de ça. Et comme à Silicon Valley, où il n'y avait pas de gouvernement qui décidait de, tu sais, est-ce que c'est Windows qui va gagner ou est-ce que c'est Apple? C'est pas au gouvernement à décider quelles sont les grandes orientations des entrepreneurs, c'est au marché à décider. Alors donc, réduire le fardeau fiscal, réduire le fardeau bureaucratique, et déjà ça va être important. Je pense que ça peut faire une grosse différence. Ça. Mais ça amène quand même, tu sais, oui, le capital peut être là, sauf que y a-tu des... Bien, je pense que déjà, je réponds à ma question en vous la posant, parce que vous avez déjà une position qui est très non-interventionniste. Fait que nécessairement de dire, est-ce qu'il y a des mesures fiscales qu'on pourrait adopter, soit pour donner une subvention à des jeunes entrepreneurs, je crois comprendre que ce serait non. Exact. Peut-être que je peux m'égarer. Mais aussi, peut-être d'autres avantages qu'on pourrait mettre. Notamment, il y avait le regroupement des jeunes chambres de commerce, parmi d'autres acteurs qui suggéraient, pour le reprenariat, mais ça pourrait s'installer pour d'autres types d'investissements, d'utiliser les REER comme une façon de pouvoir aller chercher du financement disponible pour faire l'acquisition d'une entreprise existante. Mais là, on ne rajoute pas d'argent dans l'écosystème en faisant ça ou dans le système. On fait juste dire, tu as des actifs placés, prends une partie de ces actifs-là, utilise-les comme pour acheter une maison, achète une entreprise, ça te donne un levier de capital pour démarrer. Ouais. Le gouvernement n'intervient pas là-dedans. Exact. Ils font peut-être des allègements, le RAP de 15 ans pour le remettre, c'est peut-être des choses comme ça que tu peux faire. Tu parlais du régime épargne-action aussi, je vais t'amener là-dessus. On pourrait-tu le ramener, dans le fond, pour faire en sorte que les petits épargnants investissent plus, ou c'est peut-être pas une bonne mesure? Bien, écoute, tu sais, moi je l'ai vécu, là, et la question c'est l'avantage fiscal, il est capturé par qui? Oui, OK. Mais je peux te dire que l'ayant vécu, là, il est capturé par l'entrepreneur qui va à la bourse. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de demandes. Alors donc, les actions, tu pourrais faire ton appel public à l'épargne à 8 $, mais à cause du régime épargne-action, il y a plus de demandes, donc tu peux y aller à 10 $. Et puis tu vas aller chercher un 2 $ là-dessus. C'est ça. Alors donc, je ne suis pas certain que c'est la meilleure chose. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est réduire le fardeau fiscal, notamment, je pense, le gain en capital. Le gain en capital, ça ne rapporte pas énormément d'argent quand tu regardes dans l'ensemble, mais ça a un impact surtout important. Fiscalement, tu peux faire en sorte que, disons, tu peux te créer une fiducie familiale, mettre tes enfants dessus, c'est ça. Puis réduire jusqu'à 7,5 millions. Mais contrairement à QS, en fait, nous autres, c'est le contraire. Si on avait le choix, évidemment, il y a toujours une question de finances publiques, là, mais de réduire l'imposition sur le gain en capital, ça va encourager l'investissement local et étranger. Et après ça, pour balancer, je pense qu'une de vos positions, c'est aussi de réduire le fardeau de la fonction publique. Oui. Et aussi, avant ça, le fardeau d'impôt des particuliers. Alors, donc, pour faciliter l'épargne, l'investissement. Ben oui, c'est ça. Puis là, ben, les gens auront plus d'argent, ils décideront ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent aller passer 2 semaines en Floride ou est-ce qu'ils veulent investir dans des actions? Est-ce qu'ils veulent prêter de l'argent à leur fils pour se lancer en affaires? C'est le seul marché qui décide. C'est ça, le marché va décider, c'est ça. Fait que je comprends. Pour le démarrage d'entreprise, ce que je comprends, c'est que vous, dans votre posture, c'est probablement que ça va coûter moins cher si le fardeau administratif est moins élevé. Ouais. Si l'environnement est plus favorable, disons, à recevoir du capital. Ouais. Culturellement, fiscalement parlant aussi, les deux, c'est important. Là, si on va sur le troisième volet qui concerne la croissance, parce que ça, c'est un autre défi, puis tu l'as mentionné notamment avec les succès à Israël, au Québec, on valorise pas beaucoup, puis on n'a pas cette culture-là du risque, même sur les investisseurs institutionnels. Je te donne l'exemple justement de Dominique Gagnon qui est intervenu sur notre panel. Lui, il avait une entreprise qui avait un chiffre d'affaires assez conséquent, je pense qu'il allait à 10 millions de revenus annuels récurrents. Quand il allait voir des investisseurs institutionnels à travers le Québec, pour obtenir du financement, pour aller plus loin dans sa croissance, pour même faire de l'acquisition de compagnies qui avaient ciblé pour aller plus loin, bien, il n'y avait juste pas d'investisseurs disponibles. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu le choix de finalement vendre sa compagnie à des étrangers, à des intérêts américains. Je pense que toi, dans ta posture, on en parlait un peu plus tôt, c'est un succès, dans le fond, finalement, à vendre à des intérêts américains de ta posture? Oui. Okay. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, ben là, l'argent quitte, tu sais, ou l'entreprise quitte. » On voudrait peut-être faire des fleurons. Ouais. Quoi? Mais lui, là, il a ramassé de l'argent dans ses poches, là. Puis des gens qui avaient... Il l'a pas donné, l'entreprise, là, tu sais. Ouais, tous les actionnaires qui sont là, ils ont ramassé de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Peut-être qu'ils le dépensent, peut-être qu'ils l'investissent, peut-être qu'ils l'épargnent. Ouais. Ça va retourner dans l'économie. Peut-être qu'il va investir dans d'autres entreprises. Et l'entreprise n'est pas disparue, là. Ouais. Elle existe encore.
Puis, à l'embauche probablement des touristes au Québec. Et on a plein d'exemples je te donnais l'exemple avant l'entrevue de Vanout, qui a été vendu à Green Mountain au Vermont. Ouais. Et un an après, le président, M. Geoffrion, disait « Ah, quel bonheur! » Parce que ces gens-là, un, ils connaissent le café, puis deuxièmement, ils ont investi chez nous pour qu'on puisse développer la fabrication des K-Cups, qui a été quasiment inventé à Montréal. Alors donc, c'est pas mauvais en partant qu'une compagnie soit vendue. En fait, c'est un investissement. Les Américains ou l'étranger investissent au Québec. Alors, on ne devrait pas choisir, dire « Ah, ben c'est mieux, c'est moins bon ». Ce qu'il faut faire vraiment, c'est encourager l'investissement. Et ça peut être, comme je te disais tantôt, par le baisse du fardeau fiscal, par la baisse du gain capital, et aussi par, comme je te disais, la baisse de l'impôt sur les particuliers. Puis, par contre, disons, moi, je suis dans la posture de Dominique Gagnon, puis je me dis, mais moi, je veux rester au Québec, puis me vendre aux Américains, ça me tente pas, tu sais. Dans votre posture, est-ce que, par exemple, le gouvernement du Québec aurait intérêt à investir puis maintenir cette entreprise-là ou pas? Parce que, tu sais, je pense que dans votre discours, vous avez souvent décrié justement comment je pourrais dire, les BS corporatistes. T'sais. Est-ce que vous, dans votre posture, le Fonds de développement économique, ce qu'Investissement Québec font, devrait rester? Non. Parfait. Pourquoi, d'ailleurs? Est-ce que ça, c'est clair? Non, mais c'est parfait, mais honnêtement, c'est une excellente posture. Moi, j'ai mes propres valeurs, tu sais. Je pense qu'il y en a qui sont probablement dans la même direction que vous, tu sais. Ouais. Alors, la raison, c'est... Si on prend le Fonds de développement économique, c'est une catastrophe, là. Je veux dire, c'est une catastrophe. Je vais juste regarder purement rationnellement, c'est déficit par déficit dans les 4 dernières années. Ça a coûté 6... La CAQ a été obligée de renflouer ça à hauteur de 6 milliards. Et quand tu penses... Alors donc, tu as une perte de 6 milliards, et là, il y a le coût d'opportunité. On ne pense pas à ce qui aurait pu exister avec cet argent-là s'il avait été investi, puis s'il avait au moins gagné, disons, son coût en capital. Le coût en capital, c'est peut-être 7, 8, 10 si cet argent-là avait rapporté 10 au lieu d'être envoyé dans des citrons comme Northvolt puis Lion Électrique, on serait 10 milliards de plus riches au Québec. Là. Alors, on détruit du capital. Alors, il faut laisser le marché décider. Investissement Québec, je pense qu'on peut... on a vu, là, tu sais, ils ont un rendement de 2,6 sur 5 ans. C'est même pas l'inflation. Et c'est même pas c'est loin d'être le coût en capital. Alors là, encore, il y a un coût d'opportunité. Alors, tout aussi bien de dire, peut-être Investissement Québec, on peut le garder pour des cas un peu comme, mettons, la Banque de développement du Canada, tu sais, qui est là pour des situations où le système bancaire traditionnel ne fournirait pas. Ouais. Donc, je pense que la BDC fait bien ça. Ils ont quand même un mandat bien clair, bien précis, et ça fonctionne relativement bien. Alors, je pense qu'Investissement Québec pourrait avoir ce rôle-là. Mais le Fonds de développement économique, c'est un désastre. C'est complètement zéro. Il faut éliminer ça. Ils font un peu des prêts avec garantie, mais je pense qu'ils ne font pas assez. BDC, ils font beaucoup ça. T'sais, on va te prêter de l'argent avec garantie, on va endosser. Ouais. On espère que tu es capable de leur payer, mais on donne une latitude pour le faire, mais ça permet au moins du monde à se lancer. Ouais. Puis ils ont un mandat de faire de l'argent, puis de gagner leur coût en capital. Et quand on regarde les pertes sur prêt, quand on prend le Fonds de développement économique, c'est catastrophique. Là. C'est comme 25 sous par dollar est perdu. La BDC, c'est 3 sous par dollar, puis la Banque nationale, c'est comme 0,1 cent. Tu sais. Alors, il faut vraiment que ces institutions-là aient un mandat très clair, restreint, et que ça ne serve qu'à fournir des services que le marché privé n'est pas capable de fournir. Mais ça m'amène sur une... Et ça, en passant, éliminer le Fonds de développement économique, réduire les subventions aux entreprises, c'est ça qui nous permet de réduire le taux d'impôt des sociétés sans creuser le déficit. Là. Nous on a un budget équilibré après 4 ans. Là. Ouais. Donc, ce qui est un impératif quand même par la loi sur l'équilibre budgétaire, techniquement. Après, c'est pas respecté par aucun parti depuis que ça a été mis en place, mais bon. C'est le propre de portité. Je ne sais pas si vous aviez l'idée et la réalisation se ferait dans le cas d'un gouvernement du Parti conservateur, mais je pense que en mettant en place des dispositions qui réduisent, parce que on s'entend que le gouvernement de la CAQ avait l'intérêt ou l'intention plutôt même de vouloir réduire le fardeau administratif puis le nombre de fonctionnaires publics. Ils l'ont cru de quoi? 22-28 ? Oui, ils ont passé 7 projets de loi pour réduire la bureaucratie.
Il n'est jamais rien arrivé. Honnêtement, si tu parles à tous les entrepreneurs, ils ont toujours l'impression que le fardeau administratif est autant lourd. Ah non, c'était des demi-mesures, pas assez de courage. Puis effectivement, quand on fait des sondages auprès des entrepreneurs, ils disent, ben non, ça diminue pas, ça augmente tout le temps. Là. Écoute, le Québec a 153 000, je pense, exigences législatives et réglementaires. 153 000! Mais c'est parce que, tu sais, dans le fond, quand tu as des legacy systems, tu en implantes par-dessus, tu as l'impression que tu peux jamais défaire ce que tu as avant. Ça amène sur une direction. Une des mesures qui avait été suggérée, notamment, dans le cas, mettons, on parle de Dominique Gagnon, parce que lui, il est entrepreneur en résidence aussi à la VDC. Puis, ce qu'on discutait, c'est que je pense que si il y avait un peu plus d'entrepreneurs dans la fonction publique, on aurait une meilleure empathie envers leur situation, puis peut-être qu'on aurait une connaissance un peu plus fine de comment faire en sorte que la fonction publique soit plus malléable auprès des entrepreneurs. Dans votre posture, parce que mine de rien, on avait un gouvernement qui se prétendait être le gouvernement des entrepreneurs pendant 8 ans. Personnellement, je pense que c'était plus des financiers que des entrepreneurs. Ils n'ont pas la même logique. Parce que pour dire 500 millions à notre vote, mais c'est pas grave. Write-off, ça va être terminé. Alors, 500 millions, comme tu l'as dit, si on avait mis 500 millions en 500 entreprises, on aurait peut-être une là-dedans qui aurait été une licorne, qui aurait coupé notre succès. Parce que c'est ça le capital de risque. Mais vous, est-ce que vous le verriez d'une certaine façon de dire la fonction publique est trop axée sur la façon de faire publique? Amenons du privé là-dedans pour changer un peu les dynamiques. Oui, bien, je pense que, d'abord, il faut faire un exercice de réflexion. Qu'est-ce que l'État doit absolument faire? C'est seulement l'État qui peut faire ça? La justice, la police, bon, des choses comme ça. Ben, les hôpitaux, l'éducation? Ben non, l'éducation, non. Tu as des écoles privées, tu sais. Il n'y aurait aucun problème. Non, mais ce que je dis, c'est que d'abord, il faut que tu fasses un exercice de dire qu'est-ce que l'État, là, c'est réservé, c'est le carré de sable de l'État. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite de ça, les autres choses, est-ce que l'État doit le faire ou est-ce que le privé est en position de prendre le relais? Je vais donner l'exemple qu'on donne beaucoup au Parti conservateur du Québec, c'est la santé. Bon, la santé, tu as une compagnie d'assurance, la RAMQ, qui est un assureur, et ça, on est d'accord avec ça, assurance universelle, tout le monde est couvert, on ne veut pas que personne meure là, sur le bord des marches de l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais une fois que tu as l'assurance qui est réglée, la prestation du service, est-ce qu'il faut que ça soit l'État, des fonctionnaires qui s'occupent de ça, ou est-ce qu'on peut le donner au privé? Puis effectivement, si tu as un accident d'auto, puis que tu appelles la capitale, tu dis hey, j'ai un accident d'auto, ils t'envoient un chèque. C'est pas eux autres qui réparent l'auto, là. Ils t'envoient le chèque, puis toi tu pars, puis tu magasines ton affaire, puis bon. Tranquillement, pas vite, justement, ça se fait en Alberta, ils sont en train de ça se fait partout en Europe. Partout en Europe, tu as des modèles privés, publics, où le patient, il prend sa carte d'assurance maladie pour aller dans le privé, là. Tu sais, alors donc, et tu peux avoir aussi de l'assurance privée, mais il faut faire la distinction entre le rôle de l'État comme assureur et le rôle de l'État comme prestataire de services. Et souvent, la plupart du temps, l'État n'a pas les incitatifs d'un entrepreneur privé pour livrer un service de qualité au plus bas coût. Alors, donc, pour les missions au niveau de l'économie et de l'innovation, ça n'appartient pas à l'État, selon votre posture, de tout faire. C'est ça. Alors, pour répondre à ta question, oui, ça prend plus d'entrepreneurs, des gens qui ont une expérience d'affaires au gouvernement. Je ne dis pas que le gouvernement doit être géré comme un business, là, c'est pas ça que je dis, mais ça prend des gens qui ont plus d'expérience parce que, surtout dans un scénario, mettons qu'on s'en va en PPP, OK, puis qu'on dit on va faire un pont, là, puis ça va être un PPP. L'entrepreneur, lui, là, il sait ce qu'il veut, puis il sait qu'est-ce qu'il veut dans les clauses du contrat, mais tu as besoin d'un counterparty, tu as besoin de quelqu'un en face de lui qui va savoir de quoi il parle. Là. Puis si c'est un simple fonctionnaire, il va se faire laver complètement. Alors donc, ça prend quelqu'un qui a une expertise, déjà une expertise d'affaires. Donc oui, je pense que la contribution des entrepreneurs dans la fonction publique, dans les sphères de décision, c'est quelque chose de... C'est une voix qui doit être entendue. C'est souvent la voix de la raison, tu sais, puis de l'expérience. Ça m'amène justement sur ce bloc-là, parce que, tu sais, OK, l'impulsion entrepreneuriale, la présence d'immigrants entrepreneuriale, la croissance, qui, je comprends, tu sais, doit rester quand même de l'apanage du privé, puis que si on laisse plus d'argent dans les poches, on se dit, bien, probablement que ça va amener les entreprises à pouvoir croître ici. S'ils vont à l'extérieur, tant mieux. Ça ramène de l'argent ici, pour payer, ça fait rouler l'économie. Super. Je comprends clairement votre standing. Après, comment même l'État peut être un acheteur de solutions technologiques? Parce que c'est un des gros défis qu'on a au Québec. Quand tu regardes la façon dont l'écosystème, disons, fonctionnariat, organisme public, tout ça, dès qu'il ouvre un appel d'offres,
ils vont prendre souvent, des fois, le plus bas soumissionnaire, c'est une norme qui commence à être prête à être changée, puis il y a même la stratégie qui a été lancée il y a quelques semaines, mais ça va dans cette décision-là, ça reste quand même, il faut que ça soit fait, mais ça reste quand même qu'il y a plein de solutions technologiques au Québec qui existent, qui ne sont pas adoptées par des organismes publics et des ministères, peut-être parce qu'ils ne les connaissent pas, mais aussi parce que le contexte n'est pas fait en sorte que l'acquisition se fasse rapidement. On a des DSN qui sont donnés à des compagnies étrangères aux États-Unis, puis qui finalement se retrouvent à coûter des millions et des milliards de dollars, alors que si tu avais découpé ce contrat-là à plusieurs compagnies québécoises, je suis sûr que tu allais avoir un meilleur résultat. Est-ce que dans votre posture, vous dites, ben oui, tu sais, facilitons le transfert ou l'achat de solutions québécoises, finalement, dans je pense que oui. Ça ne veut pas nécessairement dire, si tu as un contrat de 50 milliards, là, on ne va pas donner ça à une start-up. Mais tu peux le découper. Mais c'est ça, tu peux le découper. Et souvent, l'entreprise, disons que c'est une entreprise allemande là, qui arrive qui a un contrat d'implantation de AI, je sais pas, de Silicon Valley, whatever. Mais souvent, il y a des fournisseurs locaux de parties de solutions qui peuvent aider, qui peuvent avoir une contribution. Alors, je pense que sans dire qu'on va favoriser une entreprise québécoise qui est moins bonne ou qui coûte plus cher, mais d'être capable de mettre ces entrepreneurs-là en relation avec le maître d'œuvre du contrat. Puis je pense que souvent, ils vont le faire aussi, mais les encourager à le faire. Mais mettons, est-ce que vous seriez en faveur de faire une mise en place d'un système un peu comme les redevances industrielles qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, un contrat de sous-marin qui a été émis à une compagnie suédoise, si je me trompe pas? Un consortium, en tout cas. Consortium. Puis là, Marmel se retrouve à obtenir un gros financement grâce à ça, parce qu'eux, ils n'ont pas le choix. C'est une condition. Si on fait un contrat industriel militaire, il y a l'équivalent en termes de sous-traitance qui doit être fait dans l'écosystème économique canadien. Mais dans le numérique, on n'a pas ça. Je ne suis pas certain que j'irais jusque-là, de mettre une condition, mais je pense que ça va être quelque chose de naturel. Là. Normalement, le fournisseur, le maître d'œuvre du contrat va chercher s'il y a des ressources locales, il va embaucher des gens locaux. C'est sûr qu'il va y avoir de l'expertise qui va venir de Suède ou d'Allemagne ou peu importe. Mais même ça, même si c'est seulement ça, c'est ce maillage-là, ce transfert de connaissances-là des Allemands ou des gens de Silicon Valley à des Québécois qui vont travailler là, finalement, d'une façon ou d'une autre, c'est positif. Puis quand tu regardes, prends par exemple, c'est pas du tech, mais prends l'entreprise Pomerleau. Mais Pomerleau, il a commencé tout petit, puis éventuellement, il a bidé sur des sous-contrats de grands chantiers qui étaient gérés par des étrangers, mais éventuellement, il a appris. Alors, le fait d'être capable de mettre en contact des entrepreneurs locaux, des petites entreprises qui si tu les mets en contact avec des grands maîtres d'œuvre, c'est un apprentissage extraordinaire, puis c'est une opportunité extraordinaire, puis peut-être même qu'éventuellement, ces petits fournisseurs-là vont suivre le grand maître d'œuvre dans d'autres contrats à travers le monde. Hein? Là-dessus, je vous entends. J'ai un désaccord, par contre. Puis on a le droit. On n'est pas sur la longueur d'onde. C'est correct. Mais moi, je trouve que, par contre, j'ai l'impression que ça, c'est un vœu pieux. Quand ça vient, mettons, le temps... Quand tu construis des sous-marins, là, c'est sûr que Mané, tu as une production physique à amener ici, puis tu as intérêt à avoir un certain qui connaît ton sous-marin si tu veux faire de la manutention, parce que ça va coûter moins cher, que de tout le temps le ramener en Allemagne ou en Suède pour faire la rénovation. Mais dans la tech, là, un produit numérique, tu n'as aucunement besoin d'avoir quelqu'un qui est là physiquement pour gérer moi je peux dire le troubleshooting. Ça peut tout se faire à distance. Fait qu'il n'y a aucun incitatif de marché à une compagnie qui est basée à Silicon Valley, à New York ou même à Berlin, quand il vient avoir un contrat ici, d'avoir quelqu'un sur place pour faire de la manutention. À part une fois pour installer, disons de faire que le système PC soit changé. T'sais. Fait que moi, c'est ça que je trouve qui peut être une problématique. On laisse le marché agir. C'est que ça, on ne rend pas des incitatifs pour faire en sorte que des entreprises ici en bénéficient, qu'on donne un contrat à l'étranger. Bien, honnêtement, ils n'auront aucune obligation de le faire. D'où le pourquoi les redevances industrielles ou militaires, c'était comme une nécessité, même si on se dit que ça allait peut-être venir de soi. Fait que, après,
probablement que je peux me tromper. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir ça, mais on l'a très rarement. Bien, prends l'exemple de l'Irlande. Quand l'Irlande a baissé ses taux d'imposition pour attirer des entreprises étrangères s'installer là. Pour qu'ils deviennent... C'est ça. Donc, Apple, Google sont tous allés. Le Delaware de l'Europe. Et il y a eu une création locale d'expertise, d'emploi. C'est pas seulement les emplois de Google de Silicon Valley là, qui en ont profité. Là. Alors donc, il y a un effet d'entraînement, il y a une symbiose qui se fait. Mais puis je pense que ce qu'on veut aussi, c'est... Il faut faire attention de ne pas... si tu mets des conditions comme ça, il faut falloir que 50% de tes contrats soient donnés, disons, à des entrepreneurs du Québec. C'est pas nécessairement un service à rendre aux entrepreneurs du Québec, et c'est pas nécessairement un service à rendre aux contribuables. Tu veux que le contribuable ait le meilleur service possible au meilleur prix, et c'est le maître d'œuvre qui va décider de ça. Mais moi, je pense qu'il y a un effet d'entraînement automatique. C'est sûr que c'est pas comme construire un pont, là, où tu dois embaucher des gens, là, des soudeurs, des comme ça. Exact. Mais il y a quand même beaucoup, quand on regarde en Irlande, quand on regarde partout à travers le monde, en Israël, en Estonie, il y a des gens locaux qui participent à cette création de nouveaux services, de nouveaux produits, puis création de richesse. Ouais. Parfait, je comprends tout à fait. Encore une fois, je ne suis pas pleinement d'accord. Non, c'est bon. Ça sert à ça de discuter. Mais je me posais la question, dans le fond, parce que tu as évoqué l'Irlande comme étant avec un régime fiscal plus intéressant pour certaines entreprises, notamment les tech, à se délocaliser. Est-ce que vous, un gouvernement du Parti conservateur, voudrait faire en sorte que le Québec devienne comme un endroit facilitant fiscalement comme le Delaware aux États-Unis pour les entreprises? Oui, bien, c'est-à-dire que nous, on veut, tu sais, sur les 63 juridictions de l'Amérique du Nord, là, on voudrait être dans le top 10 en termes de fiscalité. Parfait. Donc, actuellement, on est en probablement l'autre bord. Tu sais, quand on prend tous les coûts, là, on est pas mal en queue de peloton. Okay. Et si on est dans les top 10 ou top 12, là ça va avoir un impact. Okay. Alors, on ne veut pas que le gouvernement choisisse les gagnants et les perdants. On va voir comment ça va arriver, mais normalement, ça va avoir un impact très, très important. On l'a vu dans tous les pays qui ont adopté ce genre de positionnement-là. Puis je vais terminer sur un dernier sujet parce que, mine de rien, on parle d'entrepreneurs qui évoluent dans un certain cadre. Après ça, on est capable de les aider. Au Québec, on a quand même construit tout un écosystème autour des entrepreneurs pour les aider, puis surtout beaucoup financé par des fonds publics. Ouais. Dans votre posture, j'imagine que tout cet écosystème-là subventionné devrait comme... c'est-à-dire que, oui, parce qu'on va baisser les impôts des entreprises, des entrepreneurs, et avec cet argent-là, les entrepreneurs vont décider ce qu'ils veulent faire. Est-ce que je veux augmenter... Mais si un service qui est un organisme qui est gratuit, ils vont y aller. Oui, mais tu sais, nous, ce qu'on... payant, dans le fond? Ben oui, ça devrait être payant. Tu sais, je veux dire, si c'est gratuit, ça vaut rien. C'est clair. Même si c'est subventionné puis c'est une concurrence déloyale. Pour l'entrepreneur, c'est gratuit. Ça vaut rien. Alors, l'entrepreneur ou l'investisseur va avoir plus d'argent dans ses poches, ou le particulier va avoir plus d'argent dans ses poches. Et là, ce serait à lui de décider qu'est-ce qu'il veut faire avec. Est-ce qu'il veut embaucher un consultant? Est-ce qu'il veut augmenter le nombre de pieds carrés de son magasin? Est-ce qu'il veut investir dans une nouvelle machinerie qui va être... Tu sais, il y a des millions de décisions qui se prennent à tous les jours dans l'économie d'une province ou d'un pays. Des millions, là. Ouais. Et c'est pas vrai que Fitzgibbon ou Fréchette ou Pouliot sont capables de remplacer les interactions du marché libre comme ça. Alors, il faut laisser les gens, il faut faire confiance aux gens. Faire confiance aux gens, faire confiance au gros bon sens du monde. Puis je pense qu'on a des gens intelligents au Québec, là, puis on a des bons entrepreneurs. Puis enlevons les bâtons dans les roues que ces gens-là ont et faisons confiance qu'ils vont prendre, dans 95% des cas, ils vont prendre les bonnes décisions. Puis dans le 5% où ils prennent des mauvaises décisions, ils doivent être imputables de leur erreur et non de les pleurnicher au gouvernement en disant « Ah, ben là, donne-moi en plus, je me suis trompé. » là. Non, c'est ça. La liberté, ça implique l'imputabilité, la responsabilité. Et donc, les deux vont de pair. Là. Fait dans le fond, dans une culture entrepreneuriale qui se prévaut, puis personnellement, je suis d'accord avec ça quand même, il faut encourager cette faillite-là. Pas cette faillite personnelle, mais puis surtout dans une culture start-up, on le sait, 80% des idées vont se planter. Et il faut pas... c'est comme ça. Et il faut pas... Dans la culture d'entrepreneuriat dont je parlais,
il faut... Je vais faire attention. Je ne veux pas dire qu'il faut célébrer les désastres, mais savoir que ça fait partie du lot. Ça fait partie du lot. Puis, tu sais, à moins que le gars ait fraudé, là, tu sais, mais si il y avait une bonne idée, puis il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles quelque chose ne marche pas, mais il ne faut pas stigmatiser les gens qui ont pas réussi dans une première business. Au contraire, il faut les encourager à recommencer. Il n'y a pas d'entrepreneur qui a du succès qui n'a pas des traces des cicatrices dans le dos. Là. Ça en prend. Moi, j'en ai. Là, tout le monde en a. Là. Ouais. Et ça en prend de ça parce que c'est l'expérience qui se bâtit comme ça. Mais on a tendance, il faut faire attention quand on veut encourager la culture entrepreneuriale, non seulement de célébrer le succès, mais de célébrer la prise de risque. Absolument. Absolument. Ouais. Puis, dans la mesure où c'est son argent. Il ne faut pas que ce soit l'argent du gouvernement. Je veux dire, parce que la prise de risque, justement, dans le vôtre, c'était une prise de risque de 500 millions. Oui, c'est ça, mais c'était notre argent. C'était notre argent à tout le monde au Québec. Oui, oui. C'était pas l'argent de M. Fitzgibbon. Certainement pas. Écoute, Adrien, honnêtement, on a passé tous les blocs. J'en ai compris plus. Est-ce qu'il y avait une dernière conclusion que tu aimerais faire par rapport au Parti conservateur pour peut-être inciter les entrepreneurs? Je pense que vous avez un bon portrait de qu'est-ce que vous avez à offrir, mais peut-être les inciter à se dire pourquoi ils devraient vous choisir pour les élections qui s'en viennent. Là. Ouais. Bien, je pense que nous, on a une vision bien différente des autres partis. On pense que le modèle québécois, qui a peut-être servi au début, là, pour un peu l'émancipation du Québec, et puis on n'a rien contre le modèle québécois dans le temps, mais je pense que 20 ans, ça fait 20-25 ans qu'on piétine un peu, qu'on tourne autour du pot. Et je pense qu'il y a un consensus que ça ne marche plus au Québec, là, le modèle québécois. Et donc, il faut le changer, il faut le moderniser, il faut rebâtir le Québec, il faut revenir à nos sources. Et donc, c'est sûr que c'est une aventure qui ne sera pas facile parce qu'il y a des agents du statu quo. Hein? Il y a des gens qui sont bien contents avec le statu quo, mais on pense qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir, puis il faut tout simplement moderniser le modèle comme on a fait dans les pays nordiques, par exemple, au début des années 90. C'est possible de le faire, et parce qu'en bout de piste, qu'est-ce qu'on veut? On veut un Québec prospère, on veut un Québec libre, on veut réussir, on veut augmenter notre niveau de vie, puis je dirais que depuis 10-15 ans, on est pas mal dans la stabilité, on n'est pas dans beaucoup l'augmentation. Et donc, notre objectif, vraiment, au niveau de l'économie, moi je suis le porte-parole en économie et en finances publiques, c'est vraiment de pouvoir augmenter la prospérité. C'est sûr qu'on va augmenter la prospérité de tous. Ouais. Les riches vont, dans notre système, les riches vont en profiter aussi, là. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas la distance entre le pauvre et le riche qui compte. L'important, c'est que le pauvre puisse grimper dans son niveau de vie. Puis si, en même temps, le riche est plus riche, tant pis, ça ne nous dérange pas, ça ne nous préoccupe pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que la classe moyenne puisse améliorer son sort. OK. Encore une fois là-dessus, je ne suis probablement pas dans une même posture. Vous pourrez lire sur ma posture, mais je pense que vous avez des bons arguments. Puis honnêtement, ça là-dessus, s'il y a des gens qui semblent que vous avez aussi cette confiance-là d'amener ces arguments-là en réalisation, vous ferez probablement un excellent gouvernement qui va être capable de changer la chose. J'en doute même pas. Bien, merci Guillaume. Adrien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci encore à vous d'avoir écouté cette belle entrevue. Puis consultez les autres, vous faites une tête. Encore une fois, merci Adrien. À bientôt. Merci.